Vous écoutez un lithopodcast, le podcast seulement prononçable par les géologues. Produit dans le cadre de la GDP à l'École nationale supérieure de géologie et en partenariat avec la Radio Campus Lorraine, ce podcast vous est proposé par une équipe de 8 géoliens passionnés par les géosciences. Pour notre première émission, nous aborderons le thème de l'espace. Tout de suite, c'est la chronique Actualité de Yasmine. L'actualité porte sur la chute d'un satellite qui a eu lieu le mercredi 21 février 2024. Il s'agit de ERS-2 pour European Remote Sensing Satellite 2, parce qu'il y a eu un 1 en fait. Il a été lancé par l'Agence spatiale européenne en 1955. Il avait beaucoup de missions, comme de récolter des mesures de la température, surveiller la végétation, mesurer la vitesse de déplacement des glaces et la couverture glaciaire. Il surveillait aussi la couche d'ozone, ce qui a permis par la suite de détecter son trou au-dessus de l'Antarctique. Le RS2 a joué un énorme rôle dans la mise en évidence de l'existence du réchauffement climatique. Par exemple, les observations ont montré une fonte anormale des glaciers. Il surveillait aussi les catastrophes naturelles. Et un peu plus dans le thème de la géologie, il y a eu aussi des données qui ont permis l'étude des conséquences des événements sismiques et volcaniques et l'étude des gisements de terrain. Je vous invite en fait aussi d'aller voir vous-même les autres instruments qui composaient ce satellite, parce que c'est vraiment très intéressant. Toutes ces données sont stockées et permettent encore aujourd'hui de mettre à jour des modèles climatiques, car en fait il y a beaucoup de données qui sont collectées mais qui n'ont pas toujours été analysées. Alors pour revenir à l'événement de la chute, le RS2 a plongé dans l'atmosphère précisément à 18h, entre l'Alaska et Hawaï. En fait, on ne sait pas si les débris ont atteint la surface de la Terre, car normalement la plupart des débris sont détruits dans l'atmosphère. Mais si ce n'est pas le cas, ils ont dit qu'en fait la plupart des débris sont au fond de l'océan Pacifique. Oui. Tout va bien. Hein. Pas pour l'océan Pacifique. Voilà. Pas pour les petits poissons, mais. Ouais, voilà. Mais sinon, ça va, c'est ok. Le SA assure qu'en fait aussi, les débris vont pas affecter la vie sous-marine, parce que soi-disant, les débris ne sont pas radioactifs. Et en fait, c'est un problème. Faut penser à ce problème, parce que en 1978. En fait, il y a eu un satellite qui s'appelait Cosmo 954, qui était un satellite espion russe, qui comportait un cœur radioactif. Oula. En se désintégrant, en fait, il s'est désintégré tout au-dessus du Grand Nord canadien. Alors, une des raisons de la chute de ERS2, c'est la volonté de réduire le nombre de satellites qui orbitent autour de la Terre. En vrai, on n'entend pas tout le temps parler de la pollution spatiale, mais c'est un grand problème dans ce domaine. Par exemple, le syndrome de Kessler, qui est un nom d'un scénario imaginé par Donald Kessler, qui est un astrophysicien américain en 1978, dans lequel les débris spatiaux à la basse altitude seraient tellement élevés qu'ils empêcheraient toute exploitation spatiale sur plusieurs années. Si on est capable de polluer notre planète avec nos outils spatiaux, il en est de même pour les planètes et les satellites qu'on explore. On risque de contaminer la planète avec des bactéries terriennes, extramophiles, et donc de fausser les futures analyses, ou peut-être même de tuer les potentielles exobactéries. Question qu'on peut se poser, que fait-on des sondes autour des autres planètes à la fin de leur mission ? Est-ce qu'on fait un peu comme la Terre ? Laisse-t-on la sonde se cracher sur la Terre ? Eh ben, la réponse est tout dépend de la présence supposée de la vie sur Terre. Oui, il était volontaire. Il était calculé. On a d'abord pour dépolluer l'orbite terrestre. Ok. Donc ils ont fait let's go. Mais c'était prévu ou c'est genre ils l'ont fait à distance, tu penses ? Oui, ils l'ont fait à distance. Okay. C'est vraiment le satellite avait une mission à un temps limité. Ouais, ok. Et après, en fait, il était autour de la Terre. Ils ont dit bon, il sert plus à rien, autant le faire cracher. Ouais, on le ramène. Ouais, autant le faire disparaître de l'espace. Et en fait, il était pas, les satellites sont pas programmés pour pouvoir atterrir comme des navettes, par exemple. Non. Je pense pas du coup. Peut-être pas ceux-là, parce qu'il était ancien quand même, 1955. Ouais, c'est vrai. Le 2, il est de 1955. Oui. Ah ouais, d'accord. Ok, trop intéressant. Ouais. Incroyable.
Merci Yasmine. La page d'actualité se referme et laisse maintenant place à l'interview du podcast. Nous accueillons Taishi Kawamura, un chercheur à l'Institut de physique et du globe de Paris et qui a contribué à une mission récente d'exploration sur Mars, InSight. Oui, donc je m'appelle Taishi Kawamura, je suis enseignant-chercheur à maître de conférence à l'Université de Paris-Cité et Institut de physique du globe de Paris. Je me présente toujours comme je suis un sismologue extraterrestre. Ça veut dire que je travaille sur la sismologie, mais pas forcément sur la Terre. Donc, mon domaine, je travaille sur les données sismiques de la Lune, Mars, et j'ai commencé mon travail avec sismologie lunaire, avec les données d'Apollo. Ensuite, je continue avec la mission InSight, qui était lancée en 2018. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle justement dans cette mission ? Oui, donc, comme je suis un sismologue, j'étais dans l'équipe scientifique de InSight et notamment j'étais en charge de voir les données qui arrivent du Mars. Donc, comment ça marche la mission InSight? Donc, on avait posé un sismomètre sur Mars et il continue l'observation de 24 sur 24. Et par contre, les données, ça n'arrive pas en continu. Donc, une fois ou deux fois par jour, il y a les données qui arrivent. Donc, une fois les données arrivent, il y a l'équipe de sismologues qui voit les données pour dire est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans ou pas. Par exemple, est-ce qu'il y a des tremblements de la Terre ou des tremblements de Mars. Et une fois on trouve ça, on annonce ça à l'équipe et on voit les données ensemble pour le traitement ou leur analyse plus précise. Donc, j'étais dans l'équipe de Frontline Team qui voit les données pour faire le catalogue des événements. Et donc, au niveau des résultats globaux de InSight, qu'est-ce que ça a donné en fait, donc tous ces résultats? Oui, donc, premièrement, je pense que plus important, et maintenant, on a le modèle structure interne du Mars qui est identifié avec sismologie. Donc, avant, on avait quelques idées de structure interne, mais je dirais que c'était avec l'observation indirecte. Par exemple, comme on connaît la masse, on arrive de prédire c'est quoi, par exemple, le croûte, manteau et noyau. Et je pense que c'est vraiment la première fois on a vu ce type de structure interne du Mars dans ce niveau de précision. Et donc, ça va être le premier résultat qu'on a vu. Et deuxièmement, c'est pas toutes les régions qu'on cherche, on trouve l'événement sismique. Donc, c'est certaines régions sur Mars qui est toujours active aujourd'hui et peut-être c'était à cause de activité volcanique ou peut-être volcanique, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être il y a longtemps. Mais du coup, les informations qu'on a découvertes par rapport à la sismologie de Mars, comment on va les utiliser, nous? En fait, c'est quoi le but d'étudier une planète comme ça, autre que la nôtre? Oui, alors, donc, premièrement, il y a une grande question, pourquoi la Terre est comme ça? Parce que, actuellement, on pense que c'est la seule planète qu'on a la vie. Donc, on aime bien savoir, est-ce que le planète Terre, c'est quelque chose de spécial ou quelque chose où on arrive de trouver à l'autre place. Pour ça, il faut comprendre c'est quoi la différence entre la Terre et l'autre planète. Pour ça, Mars, c'est intéressant parce que on pense qu'il y a de l'eau ou peut-être de la glace. Et on connaît déjà il y a l'atmosphère. Donc, si on compare, par exemple, avec la Lune, c'est un peu comme un environnement similaire sur la Terre, mais assez différent. Donc, je mettre la Terre un côté et la Lune l'autre côté, parce que la Lune, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'atmosphère, c'est le monde sans vie. Et Mars, c'est un peu au milieu entre les deux. Donc, il y a des atmosphères, mais beaucoup plus léger par rapport à la Terre. Il y a de l'eau, mais beaucoup moins par rapport à la Terre. Donc, ce type de comparaison nous dit que c'est quoi
les choses qui changent ce type d'environnement. Voilà. Et pour ça, sismologie, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, comme je vous ai expliqué, on apprend la structure interne du Mars. Et ça, c'est très important parce qu'avec ça, on arrive à trouver, recette du planète. Parce que si on voit que la surface, on voit jamais l'ingrédient du planète. Parce que, normalement, quand j'explique ça à mes enfants, qui a 10 ans, je dis quand on voit la pomme, un pomme, c'est rouge, mais c'est pas rouge dedans. Donc, c'est la même chose. Il faut bien comprendre de la surface jusqu'au centre. Par exemple, nous, on a appris que comme la Terre, on a le noyau métallique pour Mars. Par contre, on a trouvé aussi qu'il y a pas mal d'éléments légers dans le noyau. Donc, ça va changer énormément de formation de planètes et peut-être ça nous explique un peu pourquoi on a deux planètes très très différentes comme la Terre et Mars. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a de nouveaux scénarios par rapport à la formation de Mars qui ont été créés à la suite de ces données là, que vous avez récupérées avec Insight ou... Oui, en fait, c'est vraiment les choses qu'on est en train d'étudier maintenant, mais on a trouvé que donc on a le crûte qui est solide et on a le manteau et on a trouvé que à la base du manteau il y a des parties fondues. D'accord. Donc, c'est pas comme la Terre où on a le noyau externe qui est liquide, c'est plutôt la partie silicate. Donc, c'est la partie du manteau qui est fondue. Et pour ça, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui travaille sur géochimie qui disent qu'il faut avoir de l'eau dedans. Donc, ça peut être nous dire que à la formation du Mars, il y a pas mal de l'eau qui entre dans la planète qui est très différente de ce qu'on a imaginé avant. Donc c'est un exemple, un scénario possible. On n'est jamais sûr, mais voilà, c'est une possibilité. Oui. D'accord, parce qu'avant on disait pas, on voyait pas qu'il y avait pu avoir de l'eau lors de la formation de Mars. C'était quelque chose qu'on... Voilà. En plus, on a vu déjà de l'eau, mais on n'était pas sûr si ça reste sur la surface, mais on voit aussi de l'eau à la profondeur du Mars. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Parce que si c'est à la surface, c'est possible que ça vient de l'externe. Mais si on trouve ça à profondeur, c'est plus probable que c'était là depuis la formation de la planète. Alors, on avait une dernière petite question. Du coup, tu veux la poser? Alors, c'est une question un peu moins scientifique pure. Oui. Certains millionnaires ou grandes personnalités, comme par exemple Elon Musk, sont convaincus qu'on puisse avoir un avenir de l'humanité sur Mars. Et vu que vous avez pu étudier autant en profondeur comme ça Mars, on voulait savoir votre avis sur ce genre de questions d'un avenir de l'humanité. Alors, ça commence à être mon point de vue personnel, donc il n'y a aucune science derrière. Oui, bien sûr, mais je pense que oui, dans l'avenir, je suis quasiment sûr, dans 30 ans, 40 ans qui viennent, il y a un astronaute sur Mars. Je suis quasiment sûr. Par contre, la question est quand et comment. Parce que vous voyez qu'actuellement, il y a pas mal d'atterrisseurs sur la Lune. Donc, c'était avril l'année dernière, c'était iSpace du Japon. Et il y a aussi l'autre secteur privé qui a essayé d'atterrir sur la Lune, mais ils sont deux sont ratés. Et en fait, il y a actuellement un atterrisseur qui est vers la Lune. Je pense qu'il y a un stream de YouTube demain pour l'atterrisseur. Mais il faut bien apprendre que c'est pas facile à atterrir sur la Lune.
Donc, je pense que c'est étape par étape. Donc, une fois on a réussi d'atterrir sur la Lune avec le secteur privé, et ça commence d'être plus commun d'atterrissage sur la Lune. Après, on commence de penser Mars. Et voyons que, au moins, on n'a jamais eu d'entreprise privée qui a réussi d'atterrir sur la Lune. J'imagine que ça arrive, mais c'est toujours un peu loin. Ouais. Donc, je sais pas, je suis sûr que ça arrive, mais je sais pas ça va être quand. Ok. Merci beaucoup, Taishi, pour ce Merci. temps que vous avez accordé. C'était l'interview de Taishi Kawamura, qu'on remercie de nous avoir accordé de son temps pour répondre à nos questions. On l'aura compris, l'espace est un vaste thème de recherche dans le champ universitaire, mais il pourrait aussi être le lieu d'une exploitation économique, et cela nous amène à la section débat animée par Sarah. On commence avec le contexte. Aujourd'hui, on sait que l'espace, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années à peu près, ça commence à être vachement libéralisé. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises privées qui commencent à exploiter l'espace de manière générale, que ce soit pour la conquête spatiale ou pour les ressources. La plus connue, c'est SpaceX avec Elon Musk. Et pour certains, ça pose problème, cette libéralisation de l'espace. Du coup, la question sur laquelle je vous propose de débattre, c'est: pensez-vous que la privatisation de l'espace est une bonne chose ou non ? La privatisation de l'espace, pour être plus précis, c'est c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que des entreprises privées vont faire ce que des agences gouvernementales ou intergouvernementales se chargeaient de faire avant. C'est-à-dire que, prenons l'exemple simplement d'envoyer des astronautes dans l'ISS. Jusque maintenant, c'était géré par la NASA, l'ESA, toutes les agences qu'on connaît qui sont gérées par des États. Alors que il y a quelques années, il y a 2 ans il me semble, il y avait Thomas Pesquet, donc l'astronaute français, qui a été envoyé via SpaceX, qui est une entreprise privée dont le but de cette entreprise, c'est de gagner de l'argent finalement, ce qui n'était pas le cas avant. Un autre exemple qui pose beaucoup de débats, c'est le projet Starlink. Donc SpaceX, ils ont une branche qui s'appelle Starlink. Le but, c'est d'envoyer des milliers de satellites autour de la Terre pour qu'on ait une connexion Internet où qu'on soit dans le monde. Et c'est un projet ou ça a déjà été fait ? Ça a déjà été commencé depuis 2018. C'était terrifiant. Oui. Genre vraiment déprimant. C'est-à-dire que je regardais les étoiles. Au début, j'étais en mode oh, des étoiles filantes. Ouais, mais en fait, c'était pas du tout ça. Mais en fait, ce qui était horrible, c'est que t'étais vraiment dans un endroit paumé, quoi. Et vraiment, bon. Et il y avait ça ça passait dans le ciel, et tu étais là, mais en fait, c'est partout, quoi. C'est terrible. Donc, Oui, et en plus, vraiment, c'est toutes les 2 minutes, quoi. Vraiment, je regardais au début avec mes potes, on était en mode MDR, un Starlink. Et puis, à bout de 10 minutes, on était tous déprimés, quoi. Parce qu'on était là, mais ça fait le 15e qu'on voit. En même temps, il faut voir l'avantage. Ça permet, par exemple, en Ukraine, dans des zones qui sont privées d'accès à Internet, de maintenant avoir accès à Internet, ou même dans des campagnes reculées dans le tiers-monde. Donc, faut y voir un avantage aussi. Après, oui, il faut y voir un autre avantage aussi, c'est que finalement, les agences intergouvernementales, donc plutôt l'ESA, donc l'agence européenne, essayent de profiter aussi de ces entreprises parce que ça crée des liens entre les pays qui sont concernés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2 gros lanceurs de fusées et de satellites dans le monde, c'est la NASA, enfin américain en tout cas, c'est la NASA et SpaceX. Et le fait de se rapprocher de SpaceX, ça permet de profiter de leur technologie parce qu'ils ont des nouvelles technologies que l'ESA n'a pas aujourd'hui et d'entretenir les liens entre les États-Unis et l'Europe. Donc ça a aussi un intérêt politique, mais on a toujours la question qui se pose de est-ce que ça pollue pas beaucoup ? Est-ce que c'est pas dangereux aussi de savoir que l'espace est géré par une personne ? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un danger par rapport au fait que savoir que toutes vos données Internet sont gérées par une entreprise qui fait ce qu'elle veut sans que vous soyez forcément au courant, ou simplement le fait qu'on a une pollution de l'espace qui est monstrueuse en ce moment, d'autant plus avec les satellites, et le projet d'Elon Musk, c'est d'envoyer 40 000 satellites avec Starlink, et pour l'instant on en est à 2400 si je dis pas de bêtises. c'est affreux. Non, juste pour traiter de ce qui est des données. Oui. Par rapport au fait qu'il soit une seule entreprise qui gère les données et qui les privatise.
Pour la pollution spatiale, d'accord, pour moi la réponse c'est vraiment ok, mais ça va pas, c'est pas durable en fait, c'est pas quelque chose qui sera bénéfique sur un long terme, et voilà, c'est non. Mais par rapport aux données, est-ce que c'est vraiment grave qu'une entreprise gère nos données? Enfin, qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est comme cette histoire de test ADN américain qu'on fait. Ils récupèrent nos données et alors qu'est-ce que ça fait quoi? Moi je me demande en fait, j'ai pas la connaissance sur ça. Surtout que sur la question des données, en fait, il y a eu tellement de scandales. Au final, on sait très bien que nos données sont épiées par toutes ces grandes entreprises. Donc qu'il y en a une de plus, au final, qu'est-ce que ça change? Je sais pas. Moi, je suis d'accord dans un sens qu'au final, ça change rien pour nous. Et d'un autre, je vois vraiment l'idée de tous ces films de SF dystopiques qu'on a pu voir, qui sont sortis dans le passé. Et vraiment me dire, il y a une entreprise qui contrôle l'espace, dans ma tête, ça fait vraiment dystopique à un point, vraiment... je sais pas, ça fait trop bizarre quoi, de penser ça, quoi. En fait, il y a aussi une part de danger dans le sens où, ok, c'est une entreprise privée, américaine, donc nous, en tant qu'Européens, ça nous rassure de savoir aussi que c'est les Américains qui géreraient ça plutôt que certains États qui n'ont pas les mêmes idées politiques que nous. Mais il y a aussi cette dérive de, on sait jamais, ça peut finir en dictature numérique comme en Chine actuellement, où il n'y a pas une zone qui n'est pas surveillée par une caméra ou un satellite et les habitants sont tous fichés, etc. Alors là on part dans les extrêmes, mais c'est toujours un risque qu'il peut y avoir. La question que ça pose aussi, c'est que actuellement l'espace c'est comme l'Antarctique, c'est-à-dire qu'il y a des traités plus ou moins officiels et plus ou moins acceptés par tous les États qui font que ça n'appartient à personne. Mais il y a des pays, donc les Américains c'est les premiers, mais on a aussi les Indiens qui essaient de faire ça. Les pays essaient de lancer des startups pour privatiser l'espace, et du coup ça pose la question, est-ce que l'espace doit appartenir à un pays particulier? Et ça c'est un enjeu politique aussi. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui est potentiellement pas... Bon, on sait que l'espace est fini puisqu'il s'étend, mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle immensité puisse appartenir à quelqu'un? Enfin, juste le concept d'appartenance ici me paraît juste totalement... pas impromptu quoi, ça a même pas de sens. Enfin, ça serait juste mal géré. Après, on a déjà vu ça avec... Enfin, je veux dire, tu vois, quand on a découvert l'Amérique, c'était pas à nous non plus, et on a dit que c'était à nous. Donc oui, c'était quand même la même chose, plus petit l'Amérique. Ouais, mais tout le monde veut sa part en fait. C'est juste que ça s'étend à quelque chose de plus grand, mais tous les États vont vouloir avoir leur planète, leur partie. Après, là, ça fait très science-fiction, tu vois. Mais en vrai, c'est ça. C'est genre, tout le monde veut une partie de la Lune, tout le monde veut une partie de Mars, parce que tout le monde veut plus de ressources, plus de pouvoir, plus de territoire en fait. C'est ça, c'est que l'espace, ça porte un enjeu énorme aujourd'hui. On va dire qu'il y a 3 enjeux qui sont liés à l'espace. C'est l'innovation technologique, parce que si on n'exploite pas l'espace, on n'a pas Internet, on n'a pas tout ce que fait les satellites aujourd'hui et qui changent notre vie. Il y a un enjeu militaire aussi. Plus de 40% de l'exploitation spatiale aujourd'hui sert à l'armée, quel que soit le pays. Et on a un enjeu... on va dire politique et écologique. Bon, écologique, c'est plus entre guillemets parce que l'exploitation spatiale, c'est hyper polluant. Mais il y a un enjeu politique qui est monstrueux depuis les années 60. Et c'est pour ça aussi que la guerre froide, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est envoyer l'homme sur la Lune. Donc le fait d'exploiter l'espace et de vouloir à tout prix coloniser l'espace et le privatiser, ça comporte, même si ça nous paraît, j'allais dire lunaire, même si ça nous paraît inimaginable, même si ça nous paraît inconcevable, en fait, c'est hyper intéressant pour l'humanité aujourd'hui. Et c'est pour ça que la question aussi se pose à qui appartient l'espace finalement. Oui, et surtout, je trouve que cette idée de... Mais l'espace, de toute façon, c'est ultra grand, c'est très imaginaire, ces trucs de frontières ou de à qui appartient. Je trouve ça pas si fou quand on pense, par exemple, à les sommes d'argent qui sont manipulées dans les bourses, dans les choses comme ça, et qui, pareil, quand on y pense, elles sont irréelles. Enfin, c'est vraiment... Quand on essaye de se représenter la somme d'argent que ça fait, c'est pas possible pour l'esprit humain. Donc ça me paraît pas si fou qu'on essaye aussi de s'approprier l'espace alors que ça paraît impossible de le comprendre pour notre esprit, quoi. Oui, du coup, merci à tous pour ce débat. Et en vrai, on serait curieux de savoir ce que vous aussi, qui nous écoutez, pensez de cette histoire. Et merci. Si l'espace est une source d'activité économique à travers sa privatisation, l'espace est aussi une source d'imagination qui crée une grande activité culturelle, et cela nous amène à la chronique pop culture d'Alice et Églantine qui vont nous parler de cinéma. Donc aujourd'hui dans la rubrique pop culture, on a décidé de vous parler de 2 films très connus qui sont Seul sur Mars et le fameux film Star Wars.
Et donc moi je vais vous parler de Seul sur Mars, donc qui est un film qui a été réalisé par Ridley Scott et qui est sorti en 2015 et qui parle de l'expédition d'un groupe d'astronautes sur Mars qui, à cause d'une violente tempête, sont obligés d'abandonner l'un des membres de l'équipage sur la planète. Et donc ça suit la survie de cet astronaute sur la planète Mars. Donc l'astronaute en question est joué par Matt Damon. Voilà, c'est Pas bonus. voilà, Pas bonus. c'est pour les filles. Pardon. Donc, à savoir que la plus grosse incohérence de ce film, c'est tout d'abord le fait qu'il y ait une tempête sur Mars. Il faut savoir que sur Mars, il n'y a pas de tempête. Parce qu'en fait, l'atmosphère sur Mars, elle est 2 fois moins dense que celle de la Terre. Donc, on ne peut pas avoir de tempête. Parce qu'il n'y a pas assez de densité. Donc, il y a 3 atomes qui se battent en duel. Et si tu as une tempête, elle fait max 70 km/h. Donc, en gros, il y a une énorme incohérence parce que ce qui est le gros plot twist du film ne marche pas. Il n'y a pas de tempête sur Mars. Mais elle a été volontairement ajoutée par l'auteur pour créer l'intrigue du film, sinon il n'y a pas de film, donc c'est chiant. Et il savait? Bah oui, bien sûr, il savait. Mais je pense que ça a été dit dans des interviews qu'il était parfaitement au courant de ça, mais que bon, fallait bien qu'il se passe quelque chose à un moment donné, parce que sinon, ça c'est un peu mort quand même. Bah oui, c'est voilà, le film dure 10 minutes et on se fait chier, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas que des incohérences dans Seul sur Mars, il y a plein de trucs qui sont bien pensés. Par exemple, dans le film, on voit que Matt Damon, donc l'astronaute qui reste et qui essaye de survivre sur la planète, il se rend compte qu'il n'a pas assez de ration de survie pour rester, par exemple, je crois qu'il doit rester 3 ans ou quelque chose comme ça, le temps qu'il y a un autre équipage qui vienne le chercher. Et il se rend compte qu'il va pas avoir il va pas avoir assez à manger, donc il se dit il faut qu'il fasse pousser des trucs. Et il trouve des pommes de terre, et il se dit ok, faut que je trouve un moyen de faire pousser des pommes de terre sur Mars. Et comme c'est le biologiste de l'équipe, c'est un gros avantage. Donc il crée un sol viable sur le sol de Mars, parce que le sol de Mars n'est pas fertile du tout. Et il trouve un moyen, avec les excréments de ses coéquipiers, de faire du terreau, en fait, de faire du compost, comme à la Rez finalement. Et du coup, il arrive à faire pousser les pommes de terre, mais pour ça, en fait, il a besoin d'eau. Et pour former de l'eau, il va faire une espèce de petite expérience chimique où il fait brûler du dihydrogène dans du dioxygène, de l'air, et ça crée de la vapeur d'eau. Sauf que le problème, c'est que si tu mets de l'hydrogène et du feu à côté, ça fait une explosion. Dans le film, le premier essai qu'il fait exploser le système et il se prend tout dans la figure. Mais il finit par réussir après plusieurs problèmes. Il faut savoir que c'est pas si bête comme idée de créer de l'eau de cette manière. En fait, c'est une réaction chimique qui est totalement logique. Mais le plus gros problème dans cette expérience, c'est que le sol de Mars, il est vraiment très très infertile. Et surtout, l'atmosphère de Mars, elle protège très peu des rayonnements. Donc c'est pas possible de faire pousser quoi que ce soit sur Mars pour l'instant. Mais les chercheurs disent que dans le futur, ce serait possible. Il y a aussi autre chose dans le film, pour rester sur un truc un peu plus géologique. Les pierres sur Mars, comme c'est une atmosphère qui n'est pas propice à l'érosion, les pierres sont très très anguleuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas de roches rondes ou trucs comme ça. Et c'est très très bien représenté dans le film. On n'a pas de roches rondes, on n'a que des pierres très anguleuses, très coupées, un peu coupées au couteau, quoi. Donc ça c'est très très bien représenté dans le film. Moi j'ai fini avec ma petite chronique de Seul sur Mars. Alice, si tu veux nous en dire plus sur Star Wars. Moi, je vais vous parler donc de la célèbre saga Star Wars. Donc cette saga, elle a quand même normalement plus besoin d'être présentée, mais je vais le faire quand même. Donc en gros, cette saga, elle est principalement composée de 9 films qui ont été réalisés par George Lucas et sont sortis entre 1977 et 2019. Donc l'histoire, elle a lieu dans une galaxie très très reculée, voilà. Et elle se base sur l'affrontement entre les chevaliers Jedi et les seigneurs Sith. Donc la plus grosse idée reçue qui a été véhiculée par Star Wars, c'est les explosions qui sont possibles dans l'espace. Alors premièrement, il n'y a aucun son qui n'est audible dans l'espace car celui-ci nécessite de la matière pour pouvoir se propager. Or l'espace en est dépourvu, donc on parle même de vide spatial. Et en plus de ça, donc s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'oxygène, ce qui empêche aussi les flammes d'être entretenues. Donc d'après Robert Frost, qui est contrôleur de vol à la NASA, une explosion elle ressemblerait plus dans l'espace à un flash d'appareil photo. Donc pas comme sur Terre, quoi. Voilà, après une autre fantaisie qu'on peut retrouver dans les films, et c'est malheureusement l'objet en fait le plus emblématique de la série, c'est le sabre laser. Ouais, Tu veux c'est faire dur. quelque chose là, mon enfance.
Donc le sabre laser, il est fait de lumière et la lumière elle réagit pas de la même manière que la matière. Les sabres laser en fait ils peuvent pas s'entrechoquer, ils se passeraient complètement au travers dans la réalité. Donc voilà, il n'y aurait pas de combat, ce serait un peu plus vite quoi les combats. De plus les sabres laser seraient difficilement visibles. En effet la lumière du sabre laser elle reste contenue dans un faisceau de lumière avec un très petit angle d'ouverture. Et donc le faisceau il serait vu que si sa direction de propagation elle rencontrait directement l'œil. Donc ça ferait vraiment mal à la rétine en fait. Donc c'est bof c'est bof. Et un autre problème c'est la longueur du sabre laser. Donc dans le film c'est à peu près 1 mètre. Et en fait la lumière elle se propage en ligne droite jusqu'à rencontrer un obstacle qui la réfléchit. Donc le sabre laser il serait beaucoup plus long et beaucoup plus encombrant du coup. Et ça serait bof pour les combats. Et finalement, la puissance nécessaire au fonctionnement du sabre laser, elle a été évaluée par des spécialistes à plus d'1 milliard de watts, ce qui correspond à l'énergie fournie par une centrale nucléaire. Donc c'est quand même un peu ambitieux comme arme. Voilà. J'en ai fini avec ma saga Star Wars. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique qui était la dernière de l'émission. A très vite dans le prochain Litho-Podcast pour aborder un nouveau thème. À la direction du projet, c'était Yael Kaour, encadrement GDP, Paul Marchal, Amandine Fratani, Blandine Godet, Clarisse Peignot. Au montage, Oscar Assentoffel, chronique actu, Yasmine Marimoutou, interview, Tara da Silva, Yael Kaour, animation débat, Sarah Stork, chronique pop culture, Alice Vergier, Églantine Martin, présentation, Louis Le Fur de Malin.